Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau de la TV Santé de Castres-Mazamet. À la une aujourd'hui, une étude qui va intéresser des dizaines de milliers de personnes insuffisantes cardiaques ainsi que l'ensemble de leur personnel soignant. Toutes ces personnes peuvent-elles mieux vivre avec un système de télésuivi en cardiologie? C'est ce que veut savoir l'étude OSICAT qui est menée entre autres par les hôpitaux de Toulouse, la Société française de cardiologie et les laboratoires Aller. C'est un pari qui est à la fois médical, sociétal et économique. Et autour de cette table, à mes côtés pour en parler, le professeur Michel Galinier, qui dirige le service cardiologie du CHU Rangueil à Toulouse. Julien Martel de la société Aller, qui développe lui cette solution. Et puis Éric Sala, qui est représentant d'associations de patients atteints de maladies chroniques. Alors tout de suite, pour comprendre vraiment l'enjeu de cette étude, on regarde les explications en images. En France, plus d'1 million de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque. C'est chaque année 120 000 patients en plus. Et chaque année, elles représentent plus de 210 000 séjours hospitaliers, qui durent en moyenne 10 jours. Ce qui représente 60% du coût de cette maladie. Les dépenses annuelles dépasseraient le 1,5 milliard d'euros. C'est une maladie chronique qu'on doit suivre de très près. Chaque poussée peut entraîner une hospitalisation. Ces poussées sont souvent dues à différents facteurs externes, comme une mauvaise prise des médicaments, ou un écart de régime. Mais en comprenant votre maladie, en adaptant simplement votre mode de vie, vous pouvez vivre mieux et plus longtemps. C'est pourquoi le CHU de Toulouse et l'Association pour l'éducation thérapeutique en cardiologie Midi-Pyrénées lancent une grande étude régionale afin d'évaluer l'apport d'un programme de télémédecine sur le suivi des insuffisants cardiaques. Une fois l'insuffisance cardiaque diagnostiquée, votre cardiologue hospitalier vous proposera de vous inscrire dans l'étude OSICAT. Si vous donnez votre consentement, certains d'entre vous, définis de manière aléatoire, recevront à domicile le matériel de télésuivi qu'un infirmier de votre choix viendra vous aider à installer. Grâce à cet équipement, un infirmier conseil spécialement formé vous guidera par téléphone tout au long de ce suivi. Votre surveillance devient journalière, simplifiée, automatisée et sécurisée. Votre médecin a alors accès aux données de votre maladie. De plus, vous aurez régulièrement des entretiens téléphoniques avec un infirmier conseil. Vous aborderez ensemble les points importants sur lesquels vous pouvez devenir acteur de votre maladie. Et si jamais une anomalie des paramètres de surveillance apparaît, il vous sera conseillé de consulter votre médecin généraliste ou votre cardiologue. Aujourd'hui, plus de 60 000 patients insuffisants cardiaques bénéficient de ce programme de télésuivi aux États-Unis et en Allemagne, réduisant les hospitalisations, les dépenses supplémentaires, la mortalité, mais améliorant surtout le confort et la qualité de vie. Devenez vous aussi partenaire de l'étude OSICAT. Voilà, devenir partenaire de l'étude OSICAT, devenir surtout plus responsable ou plus acteur de sa maladie. C'est ce que vous proposez avec les CHU de Toulouse, Julien Martel, pour vous qui représentez Aller ici. Alors on va voir très concrètement avec vous ce que vont recevoir les personnes à leur domicile, toutes celles qui vont être dans cette étude, et comment elle va être suivie. Alors comment ça marche? D'abord, je me pèse, c'est ça? Ça veut dire que je vais falloir que je me pèse. Exactement. Et habillé. On va pas dire le poids, on va pas dire le poids. On va l'entendre. Alors, ça se veut pour être une utilisation très simple, puisque je le rappelle, on a des patients qui en moyenne d'âge en France ont 76 ans. Donc surtout, on est sur de la technologie très facile d'accès, donc une balance, toute simple. Donc je vais monter et me peser, vous allez vous boucher les oreilles si vous pouvez. Donc là, tous les matins, ou tous les après-midi, c'est à fréquence décidée par le patient, il va se peser, et en automatique, puisque la balance est reliée en Bluetooth avec ce petit boîtier qui est ici, en automatique, une fois que je me suis pesé, le boîtier va s'allumer de lui-même. Alors le boîtier va s'allumer tout seul, c'est en Bluetooth, on peut avoir 10 mètres d'écart entre les deux. Et là, le boîtier va nous poser des questions. Voilà, il va nous poser des questions et il parle aussi, ce boîtier. Puisque, encore une fois, on a des personnes qui sont plutôt âgées, donc il faut qu'on ait la possibilité de lire et d'entendre. Bonjour. Et en plus, il est poli. Votre poids est de 91 kg. Je rappelle, habillé. Ok. Avez-vous eu cette nuit des troubles respiratoires plus forts que la nuit précédente? Donc là, je laisserai le professeur Galinier expliquer pourquoi ces questions, pourquoi le poids, pourquoi le relevé de poids dans l'insuffisance cardiaque. Là, ces questions sont plutôt liées à des symptômes. La nuit dernière, d'un oreiller supplémentaire pour mieux respirer.
Alors, il va nous poser une petite dizaine de questions. Le boîtier a été extrêmement simplifié pour qu'une personne âgée, vraiment, elle a 2 touches. Il y a oui ou non à répondre, c'est tout. Exactement. La seule possibilité, c'est de monter et descendre le son. Donc il y a 8 questions, exactement. Et en fait, le relevé de ces 8 questions et du poids permet à l'algorithme intelligent qui est chez Aller d'éviter on le reverra tout à l'heure, d'éviter les décompensations cardiaques. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a 8 questions simples. Est-ce qu'il a eu du mal à respirer? Est-ce que le patient a dû mettre un 2e oreiller? Est-ce qu'il a eu de la fièvre? Les questions sont ensuite automatiquement transmises à un centre qui est chez vous et qui analyse en fait toutes les réponses que le patient a données. D'abord, c'est transmis de manière automatique. Le patient n'a rien à faire. Tout à fait. Vous le verrez à la fin. C'est automatiquement transmis par une carte SIM. S'il n'y a pas de couverture réseau, donc là, c'est envoyé automatiquement. Le patient n'a plus rien à faire. Donc ça, c'est la première brique suivie en fait, pure. Mais Michel Galinier, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant que cardiologue, justement, dans le suivi et dans cette étude que vous mettez en place? Alors, il y a vraiment 2 éléments qu'il faut distinguer. Premièrement, le télésuivi de ces constantes parfaitement simples, dont il est démontré qu'elles précèdent des décompensations de quelques jours. Alors, plus c'est sophistiqué, plus ça les précède. Mais là, on a choisi des choses relativement simples. Et l'intelligence, c'est cet algorithme qui a été mis au point aux États-Unis, puis en Allemagne, qui, avec ces petites questions et le poids, bien, permet de précéder de quelques jours les décompensations et donc de les éviter en majorant alors la posologie des diurétiques grâce aux médecins généralistes. Alors justement, l'algorithme va vérifier que tout d'un coup, je réponds de manière un petit peu bizarre à certaines questions, de manière inhabituelle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis rappelé, quelqu'un vient me conseiller, une infirmière du centre vous appelle. Elle vérifie que cette alarme n'est pas fausse, parce que, par exemple, il aurait pu se peser en tenant son chat, son chien ou n'importe quoi. Et si elle est vraie, eh bien, elle vous conseille d'aller voir votre médecin généraliste, qui a été informé, bien sûr, que vous faites partie de l'étude, et qui va à ce moment-là faire en sorte, en modifiant votre traitement, que vous ne fassiez pas la décompensation que vous auriez pu faire. Or, une décompensation, c'est grave, parce que si vous faites une décompensation, vous avez un risque de décès de 8%, vous voyez, par exemple. Ça veut dire qu'une infirmière m'appelle, m'alerte sur le fait que je risque de faire une décompensation, m'invite à aller à l'hôpital ou voir mon cardiologue. Ça veut dire aussi que vous avez dû former un certain nombre d'infirmières ou de personnel médical spécifiquement pour cette étude. Alors, elles ont été formées à 2 choses. Premièrement, à vous appeler pour vérifier l'alarme, mais ça, c'est quand même pas très compliqué. Et surtout, c'est le 2e élément sur lequel je voulais surtout insister, elles ont été formées à l'éducation thérapeutique des patients insuffisants cardiaques. Et comme nous le dira monsieur, dans toutes les maladies chroniques, le patient doit participer à sa propre prise en charge, doit connaître sa maladie, connaître les signes prémonitoires des décompensations, savoir les gérer, savoir se suivre au point de vue du régime, au point de vue thérapeutique. Il y a beaucoup de choses à connaître et cette éducation thérapeutique, à mon sens, sera vraiment la pierre angulaire du bénéfice, s'il existe, de cette étude. Ouais, vous insistez beaucoup sur la notion d'éducation thérapeutique, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'un malade chronique, qui doit souvent prendre des médicaments au quotidien de manière régulière, n'est déjà pas suffisamment conscient de sa maladie et des risques qu'il encourt? Qu'est-ce qu'il faut corriger d'après vous, à votre avis? Monsieur le dira plus que moi, qu'on a la chance d'avoir des patients. Effectivement, dans cette étude également, nous avons été conseillés par des patients experts, c'est très très important. Et je vais vous répondre de manière chiffrée. L'éducation thérapeutique en matière d'insuffisance cardiaque, actuellement, elle n'est dispensée que chez 10% des patients. Donc il y a 90% des patients qui n'en ont pas. Donc il y a plusieurs façons de corriger ce hiatus énorme. Soit le projet d'assurance maladie qui est de développer le savoir-faire éducatif des infirmières libérales, de toutes les infirmières libérales, de tous les patients de France, c'est vraiment une gageure, soit alors le nôtre, qui est de former des infirmières vraiment de manière hautement spécialisée à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Elles ont fait un parcours tout à fait adapté pour ce faire, et ensuite, Paris Santé de en faire bénéficier un maximum de patients. C'est 2 projets différents, mais la finalité est la même. De manière très concrète, quels sont les éléments qui reviennent le plus souvent qu'il faut rappeler aux malades? Qu'est-ce que l'infirmière va lui dire? De manger moins de sel, de faire attention à sa santé physique? Effectivement, le régime et l'observance thérapeutique sont les pierres angulaires de la chose. Le régime, c'est très difficile à suivre, un régime sans sel au long cours, et des infirmières peuvent en faire en sorte que ce régime devienne agréable. Parce que dire qu'il ne faut pas manger de sel, vous expliquer là où il y a du sel, c'est une chose. Vous rendre la vie agréable sans manger du sel en est une autre. Et deuxièmement, l'observance thérapeutique, même dans une maladie aussi sévère qu'une insuffisance cardiaque, n'est pas bonne. 40% des patients ne prennent pas leur traitement de manière adaptée au bout d'un an. Et donc, en intervenant régulièrement, bien sûr, on améliorera cela. Julien Martel, ça c'est vraiment très important. On n'est pas que sur un outil de suivi de personnes qui sont malades.
avant qu'elles tombent en décompensation, qu'elles aient à subir une hospitalisation. On est aussi sur un outil d'éducation derrière tout cela. Oui, c'est la brique la plus importante. On a vu dans les études internationales que la brique uniquement de suivi par de l'appareil n'apporte pas de bénéfices. Alors que quand vous amenez la brique de suivi plus l'éducation thérapeutique, c'est là où les bénéfices sont très importants. On pourra en reparler, on a quelques données en Allemagne notamment, où c'est l'ensemble de ces deux composantes qui font des bénéfices extrêmement importants pour le patient, déjà en premier lieu. Donc on le disait, les premiers critères, c'est de réduire les décès. Et aussi pour les systèmes de santé, puisqu'on réduit les coûts. Quand on réduit les décès, ça paraît un petit peu incroyable, mais puisqu'on évite des hospitalisations qui sont les coûts les plus importants des maladies chroniques. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, et on voit bien qu'on est sur un projet là-dessus qui touche à la fois l'économique, bien sûr, la santé et la société, parce qu'on parle d'acceptabilité de cet appareil par le malade. Vous nous dites un appareil de suivi ou de télésuivi, finalement, n'est pas totalement efficace. Et là, on a une étude anglaise qui est parue il y a quelques temps, qui nous dit oui, les malades, au bout d'un moment, oublient de toute façon le télésuivi, voire peuvent se sentir angoissés chaque matin avec un appareil qui leur rappelle qu'ils sont malades. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là là-dessus? C'est très intéressant, puisqu'on a commencé l'étude, on avait fait un test en France avant, puisqu'on a parlé de beaucoup de cultures. Nous, c'est des systèmes qui existent en Allemagne et aux États-Unis. On a une culture latine qui est différente, donc on l'a testé. C'est quoi la grande différence entre les deux? La grande différence, je pense que le professeur Galinier pourra le dire, il a été en Allemagne, il a vu ce que ça pouvait donner. Les Allemands, 90% des patients utilisent le système au quotidien. C'est un chiffre extrêmement incroyable, puisque 90%, c'est un résultat tout à fait positif. Donc on s'est dit, en France, on n'arrivera jamais à la moitié, c'est pas possible. On est moins rigoureux. On est moins rigoureux, c'était un petit peu l'idée préconçue qu'on avait. Et en fait, en réalité, les premiers résultats qu'on a, en tout cas les premiers échanges avec le patient, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, les patients utilisent le système pas pour eux. Et c'est là où on amène à les faire devenir acteurs de leur santé. Ils l'utilisent pour l'infirmière. Pourquoi? Parce que quand ils Pour faire plaisir à l'infirmière? Oui, parce qu'il y a une démarche d'éducation, il y a une démarche de suivi avec une infirmière, même si c'est au téléphone. Donc au début, ils disent OK, je vais le faire pour vous. Et puis de toute façon, comme l'infirmière va rappeler si je l'utilise pas, je vais d'abord le faire pour vous. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on commence à voir les premiers résultats auprès des patients qui commencent à anticiper les décompensations, puisqu'ils sont eux-mêmes conscients maintenant des symptômes et de la prise de poids. Ça, c'est incroyable. On utilise ça d'abord pour les beaux yeux de l'infirmière et pour faire plaisir à l'infirmière, et puis ça nous bénéficie à nous en tant que patients. Vous parliez de l'Allemagne et des États-Unis où ce type de système est utilisé. Alors, on voit forte utilisation en Allemagne. Est-ce qu'on a des répercussions également sur la santé des patients qui ont des pathologies cardiaques, sur les décompensations et sur peut-être de moindres hospitalisations derrière? Oui, alors on a plusieurs résultats. En Allemagne, en fait, le système est en routine, j'ai envie de dire, depuis 2006. Il n'y a jamais eu d'études cliniques de fait. Pourquoi? Puisque AOK, qui est un des payeurs de santé, en Allemagne a pris en charge directement ce système puisqu'il y croyait. Donc il n'y a jamais eu d'études cliniques. Donc tous les résultats qu'on a aujourd'hui viennent du payeur, sans tout le côté structurant et robuste d'une étude clinique. Donc tous les résultats que je vais vous donner viennent du payeur. Donc il faut aussi un peu les mettre en exergue. C'est pour ça qu'on fait une étude clinique aujourd'hui. Alors les résultats en chiffres, c'est quoi? Alors les résultats en chiffres, en Allemagne, on est à peu près sur un coût moyen par insuffisance cardiaque de 12 000 € par an. Et en Allemagne, grâce au système Cordiva, il descend à 9 000. Alors après, comment c'est composé ces coûts? Puisque là, on parle de coûts uniquement. L'hospitalisation est bien sûr un coût très important. On est en Allemagne entre 9 500 et 10 000 € par an par insuffisant cardiaque. Et ces coûts descendent de l'ordre de 30%. Donc on évite majoritairement les hospitalisations. Les deux autres coûts associés qui ont été en tout cas analysés par AOK en Allemagne sont les coûts liés aux médicaments. Et en fait, on regarde que dans une prise en charge par le système Cordiva, les coûts liés aux médicaments ont tendance à augmenter. Puisque comme le disait le professeur Galinier, on est sur des patients qui ont tendance à oublier de prendre leurs médicaments. Donc si on leur rappelle et s'ils se prennent mieux en charge, forcément ces coûts de médicaments augmentent. Néanmoins, ils sont largement compensés par les hospitalisations. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, ce sont les coûts liés aux visites auprès du médecin généraliste ou auprès des spécialistes, qui eux ont aussi tendance à augmenter, puisque les patients anticipent les décompensations grâce au système ou par leur éducation, et donc vont plus souvent voir leur professionnel de santé. On parle beaucoup de patients, c'est vrai que souvent on parle beaucoup de médecine et des patients sans avoir de patients à côté de soi. On a la chance aujourd'hui d'avoir Eric Sala qui représente de manière générale des patients atteints de maladies chroniques, et vous les représentez d'ailleurs dans d'autres instances à des plus hauts niveaux. Votre regard très général sur cet outil de suivi à domicile qui peut être anxiogène, pas anxiogène, aidé, pas aidé, qu'est-ce que vous en dites? La première réflexion que je vais avoir, moi, c'est un outil qui évite la perte de chance. Parce que c'est l'enjeu principal de notre système de santé actuellement pour les patients en France.
c'est-à-dire nous sommes 15 millions de patients chroniques, souvent multipathologie, avec une chute de la démographie médicale qui est énorme. Alors je ne parle pas du Midi-Pyrénées, mais moi je suis de Normandie, Basse et Haute-Normandie, c'est une catastrophe. Et donc il y a nécessité d'avoir des systèmes permettant d'avoir une liaison avec le système de santé. Par ailleurs, le temps patient n'est pas le temps que vous avez vous, c'est-à-dire que nous sommes 99,8% de notre temps en dehors du système de santé, en dehors de toute relation avec quel que fût le professionnel de santé en question. Donc là, vous êtes en train de nous dire que ça vous rassure, un appareil comme ça? Alors, pour ce qui me concerne, je ne suis pas insuffisant cardiaque, je n'ai pas toutes les maladies de la Terre, fort heureusement pour l'instant, ça va arriver, mais bon. Oui, parce que j'ai testé sur d'autres pathologies ce type de choses, et puis que je viens des États-Unis et d'Angleterre, et que j'ai eu affaire à ce type de système. Effectivement, ça peut être rassurant, effectivement, ça peut être intrusif dans le cadre de l'esprit français, mais la grande différence d'un patient français par rapport à un patient américain, on va dire ça comme ça, c'est que le patient américain, il est touché au portefeuille immédiatement. La France, un peu moins quand même. Donc, premier point, perte de chance. Deuxième point, parce que nous sommes 15 millions et qu'il faut trouver des solutions, il faut bien qu'on supporte un certain nombre de choses. Et un des points essentiels pour moi, la télémédecine en fait partie, la télésurveillance. Voilà. Qu'est-ce que vous dites justement? Vous insistez sur l'aspect financier. Vous dites aux États-Unis, un patient il est touché au portefeuille, c'est-à-dire qu'il va devoir payer pour un suivi, pour une hospitalisation, beaucoup plus qu'ici. Pas le choix qui a été fait pour la France. Qu'est-ce que vous dites de manière générale de cet aspect financier? Est-ce qu'il faut que demain, on aille toucher les patients aussi au portefeuille pour les amener à prendre plus de responsabilités face à leur maladie ou pas? Alors, personnellement, moi, si je devais être touché au portefeuille, je pense que je serais sous les ponts. Notre système de santé repose sur une solidarité nationale depuis 1946. C'est un point essentiel, sauf qu'à contraire, il faudra un référendum pour changer les choses. Si l'on veut amener notre population à être tenue en bon état de santé malgré des maladies chroniques, nous avons besoin de trouver des solutions. Et ce n'est pas avec la démographie médicale qui s'écroule et la multiplicité des pathologies que nous pouvons trouver des solutions traditionnelles. Donc ces solutions, pour moi, sont tout à fait acceptables, à partir du moment où elles ne nous mettent pas en télésurveillance 24h/24. À partir de ce moment-là, autant être à l'hôpital. Mais justement, le point le plus important, c'est qu'au-delà de ce qu'a dit M. Martel, avec la baisse de coûts, c'est rester chez soi, en tout cas en autonomie, rester socialement inclus, intégré, et avoir une autre façon de voir sa pathologie. Ce n'est pas obligatoirement un phénomène d'anxiété, c'est un phénomène de réassurance. Michel Galinier, comment est-ce que vous réagissez effectivement à ces propos d'Éric Salat qui nous dit le tout, c'est pas uniquement, il n'y a pas que la maladie, il y a aussi la manière dont le malade peut vivre, avoir une vie la plus agréable possible et en étant le moins à l'hôpital. Mais écoutez, il a tout à fait raison. L'insuffisance cardiaque, c'est parmi les maladies chroniques celle qui est le plus mal ressentie dans le vécu par les patients. Donc tout ce qui sera fait pour améliorer la qualité de vie des patients, et l'e-santé en est un des aspects, doit être réalisé parce que c'est un devoir que l'on a pour eux. Et pour vérifier donc cette acceptabilité de cet appareil et puis cette évolution de la capacité de la personne à vivre justement une meilleure vie, vous allez vraiment scinder votre étude entre deux types de patients. Il y a les chanceux qui vont pouvoir avoir cet appareil-là chez eux et peut-être les malchanceux qui ne l'auront pas. C'est toute étude randomisée est ainsi faite. Il faut qu'il y ait 50% des patients qui ne l'aient pas, et puis les résultats qui ne sont pas tous convergents des études antérieures nous montrent qu'on a raison. Il faut vraiment valider ce concept. Et Julien vous l'a dit, c'est fait en Allemagne sur une étude historique avant-après, mais il faut le démontrer vraiment maintenant par une étude non critiquable, telle qu'elle a été conçue. Alors justement, cette étude, avant de nous quitter définitivement, cette étude, combien de temps est-ce qu'elle va durer? Combien de personnes vont être touchées? On a prévu d'inclure 840 patients. Donc, un gros échantillon. Un échantillon significatif qui a été calculé pour obtenir une différence significative entre les deux groupes, nous l'espérons, en faveur de la télésurveillance. Et donc, elle durera environ 18 mois à peu près. Et le suivi est prévu pour 18 mois et les inclusions sont prévues pour 1 an. Julien Martel, le coût de cette étude? Alors, c'est un coût qui est proche de 2 millions d'euros.
donc un coût conséquent. Mais les enjeux, on les a évoqués pour les patients en termes de réhospitalisation, en termes de décès, pour la société, puisque vous parliez d'acceptabilité sociale pour les patients, mais c'est aussi le cas pour les professionnels de santé, ça va être évalué. Et bien sûr, pour notre système de soins, à mon sens, ça vaut le coup d'investir autant d'argent pour essayer de prouver tout ça. Écoutez, on va attendre quelques mois justement, savoir si ça valait le coup et avoir les premiers résultats. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet atelier de la télévision de la e-santé et à bientôt pour un nouveau programme.